Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Je sais que c'est la fin de la journée, c'est l'après-midi, c'est jamais la meilleure heure, mais c'est toujours à moi qu'on confie ça, ces mandats-là. Va faire la dernière partie pendant que la moitié pense à s'en aller, est-ce que la tempête est finie? C'est mon karma. Mon karma. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle René Desharnais. Je suis un retraité. J'étais ici au CPIQ en 2014, 2016, 2018 et 2012. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà assisté à une de mes présentations? Il y en a quelques-uns. C'est pour ça que vous êtes venus ou non, j'aime le penser, on verra. Je dis que je suis un retraité parce que ça fait 15 ans que j'ai cessé de travailler l'été et l'hiver. Je suis sûr que vous aimez ça, entendre ça. Cette année aussi, j'ai fait la même chose, mais Mme Trudel m'a convaincu que je devais être avec vous pour une quatrième fois, probablement ma dernière. Et alors, je suis allé faire un petit tour en Floride. Je suis revenu, je repars lundi. C'est juste pour que vous soyez empathique à mon endroit. Je sais que ça va faire ça. Alors, pour faire une histoire courte, on va parler d'efficience, d'efficacité, de mobilisation, un peu tout ça. C'est plus une réflexion que je veux faire avec vous, évidemment, que des vérités. Des vérités, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un président aux États-Unis qui les a toutes, alors ça, je pense on n'en a pas d'autres. Alors, je veux regarder avec vous un certain nombre de notions, de réflexions qui concernent à la fois l'efficacité, mais aussi la mobilisation. Moi, je pense que l'efficacité, c'est une question de mobilisation. On va en parler. Et on va faire le lien ou une distinction, je vais la faire tout de suite, entre la motivation et la mobilisation. Il y a des gens qui sont vos élèves et qui disent ah, moi, je commence à être tanné d'étudier, je suis à la fin, je suis fatigué, motive-moi donc. Je ne sais pas si vous en avez déjà, motive-moi. Comme si on avait le pouvoir de motiver quelqu'un. La motivation, pour moi, c'est intrinsèque. Il n'y a que moi qui peux me motiver. Mais mobiliser, en français, ça veut dire mettre en mouvement. Ça, on peut faire ça, et je pense que ça fait partie de votre rôle. On va regarder comment on peut intervenir si on veut mobiliser ou au moins tenter de mobiliser des gens. Autour de la mobilisation, on va parler aussi, j'ai choisi de vous parler un peu de style de leadership. Parce que je pense qu'en fonction des types de leadership qu'on a, il y a des leaderships qui influencent plus, qui sont plus acceptables ou acceptés. Et à mon avis, ce sont les mêmes styles qu'on a dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle. Il y a des gens qui disent, moi, comment je suis au travail, c'est complètement différent de comment je suis à la maison. Je fais semblant d'y croire, parce que moi, je ne crois pas ça. Les gens, on est finalement comme on est dans la vie, au travail comme ailleurs. On va regarder rapidement tout à l'heure des styles de leadership et voir lesquels ont le plus de probabilité de générer de l'efficacité. On va regarder aussi une notion de performance et j'ai pensé de vous la partager parce qu'il y a un certain temps, il y a un vice-président dans une compagnie qui m'a dit qu'il y avait une équation, une notion, lui, sur comment on pouvait, sur quoi on pouvait travailler pour développer de la performance. Et je l'avais trouvé simple et intéressante, alors je veux vous la partager tout à l'heure parce que performance, efficacité, je pense qu'on est pas mal proche. J'ai choisi aussi de vous faire un rappel pour les gens qui étaient là. Qui était là en 2012 quand j'ai parlé de crédibilité? Ils sont dans le même coin en plus. J'ai choisi de vous faire un rappel parce qu'on sait, nous, les enseignants, que ce n'est pas parce qu'on l'a dit une fois que les gens s'en rappellent, n'est-ce pas? Et surtout quand ça fait 6 ans, je me dis c'est peut-être le temps parce que je prétends que pas de crédibilité, pas d'influence, pas d'influence, pas de leadership, pas de leadership, moins de chances de générer de l'efficacité. Alors, je vais vous refaire un lien par rapport à l'efficacité, mais dans la vie en général, je pense que n'importe laquelle personne a intérêt à développer sa crédibilité. Vous avez intérêt à développer la crédibilité de la formation professionnelle en soi, qui a souvent été malmenée par rapport aux sacro-saintes autres sortes de formations, à tort à mon avis, mais on va donc parler de crédibilité. Finalement, je vous ferai un petit clin d'œil sur le courage. C'est une notion que j'aime beaucoup et j'y consacrerai 1 minute à peu près. Mais parce que dans les fonctions que vous occupez, si vous voulez générer plus d'efficacité, je pense qu'il y a des situations qui sont délicates, qui exigent du courage.
Et je pense que le courage, ça ne se donne pas en intraveineuse. Si c'était le cas, on en prendrait tous. Ça se développe et je ferai un lien avec ça. Et s'il reste du temps, parce que je ne sais pas le temps que je passerai sur chacun des morceaux, je finirai avec un petit outil sur comment on peut donner du feedback recevable du point de vue de la personne qui le reçoit et non pas de notre point de vue. Parce que dans plusieurs situations, on veut donner des feedbacks aux gens, puis dans certains cas, leur demander de changer des comportements. Et c'est toujours, pour moi, une approche utile qui n'est peut-être pas si simple que ça. Là, on va tenter de mettre des mots là-dessus. C'est le programme que j'ai avec vous dans la prochaine heure. Pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai 3 règles du jeu, moi. Ma première règle du jeu, c'est votre humour. Est-ce qu'il y a des gens drôles dans la salle? Où sont-ils? Il y en a là-bas. Oui. Alors, les gens, profitez-en. On est un petit groupe. Hein? Même si vous pensez être drôle, vous pouvez vous laisser aller. On va faire ça. La deuxième règle, c'est votre implication. Je suis là pour vous, moins pour moi. Attendez pas la période des questions à la fin, il n'y en aura pas. En cours de route, une nuance, une question, un désaccord, un commentaire, levez la main, on est là, laissez faire le micro, on n'a pas besoin dans la salle où on est là. Et finalement, pour gérer mon insécurité personnelle, vous avez dû remarquer que je suis un peu mal à l'aise quand je m'adresse à un grand groupe. Quand je vais vous demander une question, j'apprécierais que quelqu'un me réponde. Vous pouvez changer qui va me répondre, mais s'il vous plaît, répondez-moi. Est-ce que ça vous va? Ça vous va. Êtes-vous prêts? Go. Alors, juste quelques préalables. J'ai parlé du style d'influence puis une équation utile qui concerne la performance. On va parler des styles de leadership. Et vous ne direz pas dans lesquels vous vous reconnaissez, mais peut-être que vous pourrez voir certains aspects de votre leadership. Et on n'a pas de style pur, à mon avis. Souvent, on est un style avec ascendant quelque chose d'autre, mais vous verrez pour la réflexion. Ça a l'air de quoi, ça? Un boule, un bélier, avec des bonnes cornes. Un bélier, ce que ça fait, c'est que ça dit stop, ça fait tassez-vous, ça s'implique dans n'importe quoi, dans tout le temps. Ils ont toujours raison et ils sont parfaits pour l'antipathie. Ils n'ont aucune sympathie pour personne. Nommez-moi quelqu'un à qui vous pensez qui est comme ça de ce temps-là dans le monde. Elle, Donald Trump, évidemment. Il y a les feux en Californie, il y a 60 morts, 300 disparus, et son commentaire, c'est qu'il y a une mauvaise gestion des forêts. Sacrement. C'est comme beaucoup d'empathie. C'est le style, et c'est le style autoritaire, qui souvent on confond avec l'autorité. On peut être en autorité, mais pas nécessairement être autoritaire. Mais c'est un style qui a des avantages, puis un des avantages, c'est beaucoup, ça sauve du temps. Ceux qui, comme moi, ont eu au moins un de leurs 2 parents qui était autoritaire dans leur jeunesse savent que ça va vite quand c'est autoritaire. Quand notre père nous disait « tu fais ça de même », puis qu'on disait « pourquoi », la réponse était « parce que c'est fini, ça va vite ». Et là, tu lui dis, il t'a dit quelque chose, tu dis « opinion intéressante ». Non, 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 vérité, vérité. Ils n'ont pas des opinions, ces gens-là, ils ont des vérités. C'est un style. Des fois, c'est utile, pas tout le temps. De moins en moins, à mon avis, mais dans certains cas, on va y revenir tout à l'heure. Le style dauphin, qui est mon préféré, c'est le style des personnes qui recherchent des solutions gagnant, gagnant, gagnant tout le temps. Et ils sont évidemment des gens qui sont, bon, on va voir, on cherche des solutions pour tous, et ils sont dans l'élégance. J'aime bien, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir des dauphins nager autour de vous. Je suis qu'on a eu cette expérience-là. C'est beau, c'est magnifique comment ça se passe. L'hiver dernier, j'étais quelque part à la pêche et mon guide me dit « Tiens, ça saute là-bas les poissons, on va aller voir, ça doit être telle sorte de poisson. » Fait qu'on est allé avec la petite chaloupe, on arrive là-bas, un troupeau de dauphins. Pendant 30 minutes, ça s'est promené partout, ça se promenait. J'ai filmé tout ça, j'ai ramené ça à la maison où ma blonde n'avait pas voulu venir à la pêche, mais c'est une autre histoire. L'élégance. Et j'aime bien la notion. Quand on est prof, peu importe le métier qu'on fait, on peut le faire avec élégance, on peut le faire bête, on peut le faire arrogant. Ça ne donne pas beaucoup d'efficacité, à mon avis, de moins en moins, les approches autoritaires, ça ne donne pas ça. Et les dauphins sont capables de grande empathie, c'est une de leurs caractéristiques. Celui-là, qu'est-ce que ça vous dit?
Phew! On se sauve, on se cache. Ça, c'est les gens qui se cachent entre la peinture et les murs dans vos organisations. C'est des gens qui font juste le strict nécessaire. Ils font le job, ils diffusent comme c'est attendu, mais quand tu leur poses une question, ils ne savent pas trop, ils ont quelque chose, je ne sais pas si vous voyez, et ils se tairent, ils aiment ça se taire et se terrer. Hein? C'est les deux pour eux autres. Il y a toujours sauf qui peut, c'est des gens très silencieux, puis c'est des gens apathiques. Ils n'ont pas beaucoup de contact avec les gens, que ce soit leurs élèves ou que ce soit leurs collègues. C'est, j'ai fait ma job, je suis rendu chez nous, pfiouf, on part la semaine prochaine. Ah, il arrive une situation délicate. Non, 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 pas moi, parlez-en à elle. Vous comprenez. Et l'autre, c'est les nounours. Les nounours, sont-tu cute? Sont-tu cute, les nounours? Eux autres, c'est les gens qui savent les dates d'anniversaire de tout le monde. C'est les gens qui font les activités sociales, c'est les gens qui font les parties, c'est les gens qui vous reprennent tout le temps quand vous avez dit quelque chose qui est totalement vrai, mais qui aurait pu peut-être, au cas où, heurter quelqu'un, si vous comprenez? Ça, c'est les nounours. S'ils sont bienveillants, ils sont très sympathiques. Ils ne sont pas juste dans l'empathie, les autres sont dans l'apathie. Ils vivent la même affaire que les gens. Je ne sais pas si vous voyez sur les quatre, vous connaissez-vous jusque-là? Et évidemment, il y a deux axes, pardon, à ça. C'est un axe résultat, un axe personne. Le bélier, l'axe personne, il n'y en a rien à foutre. Le dauphin, lui, personne et résultat. Le few, ni personne, ni résultat. Il est parti, lui. Et le nounours, évidemment, c'est les personnes. Il y a quelque chose d'intéressant, comme ça, dans chacun des volets, mais quand on est prof et qu'on veut de l'efficacité, je ne pense pas qu'on peut se passer de s'intéresser pas juste aux résultats, mais aux personnes qui sont là. De plus en plus, avec la génération des jeunes, qui sont un petit peu plus sensibles qu'on aurait pu être à l'époque. Je ne sais pas si vous partagez. Il faut leur dire bonjour, il faut savoir leur nom, il faut leur parler poliment. Je ne sais pas qui les a élevés, mais en fait, ils sont comme ça. Alors, l'axe des personnes. Évidemment, mon hypothèse, c'est que les gens qui ont une approche ou un style de leadership dauphin ont plus de chances de générer de l'efficacité que ceux qui sont dans l'approche autoritaire ou ceux qui ne sont pas là, ou à la limite, ceux qui sont nounous ou sont. Et évidemment, le bélier, lui, c'est ma patience est à bout. Moi, je n'ai pas envie de perdre mon temps à influencer. Il faut que ça sorte. L'autre, il ne veut pas influencer personne, puis il est peur, puis il est parti. Le sauveur, c'est le nounours. C'est le fun dans certains cas, pas tout le temps. Puis le dauphin, lui, son réflexe, c'est on va regarder qu'est-ce qui se passe et comment ça arrive. Il y a des impacts négatifs à ça dans chacun des styles, évidemment, que vous voyez là. L'impact le plus important pour le bélier, c'est se faire des ennemis. Mais dans certains cas, si tu es dans une organisation qui privilégie les approches autoritaires, tu peux te faire des amis. On voit aux États-Unis que 41% des Américains sont très contents du comportement de M. Trump. C'est tout le reste du monde qui est à côté. C'est juste ça que ça se passe. Alors voilà pour ce bout-là. Et la frustration, évidemment, se traduit par beaucoup d'impulsivité chez le bélier. Le retrait est toujours pour le lièvre parce qu'il est toujours parti. L'altruisme dans la relation, c'est une belle affaire, mais pas toujours pratique. Et l'affirmation pour le dauphin. Moi, j'aime bien la notion de l'affirmation. Il y a des gens qui ont eu tendance, je pense, à confondre l'affirmation puis l'agressivité. Mais l'affirmation, ça reste pour moi une grande vertu. Ça demande du courage et ça demande un peu d'élégance et d'intelligence. Donc, évidemment, vous allez comprendre que pour moi, c'est plus là que ça se passe. Les forces, le bélier, ça déménage. Ôtez-vous de là, ça brasse tout le temps. Le lièvre lui fait comme au moins, moi, ça ne nuit pas. Tu sais, j'ai pas fait grand-chose. Mais ça conforte pour un et ça fait grandir pour les autres. Fait que vous pouvez choisir c'est quoi votre style à vous. Et moi, je pense que dans certains cas, on est dauphin, ascendant, bélier. Il y a des occasions où c'est le fun d'être bélier de temps en temps. Il faut que je vous dise que moi, ma blonde était travailleuse sociale. Puis la notion d'élégance, c'est elle qui m'a appris ça. C'est elle qui m'a appris à être plus tolérant. Parce qu'elle dit, René, il y a des gens qui sont limités. Je veux que tu saches que dans la vie, il y a des gens qui sont limités. Toi-même, mon chéri, dit-elle, tu es limité sur certains aspects. Et quand tu as compris ça, tu es plus détendu, plus ouvert à ce qui se passe avec les gens. Les élèves que vous avez ont des niveaux de limites différents, comme vous, et ils méritent
d'être traités comme des personnes à part entière, limitées ou pas. Et c'est le message qu'elle voulait transmettre. Est-ce que ça vous va pour les styles de leadership? En passant, je veux dire bonjour aux gens qui sont dans le web, quelque part à Chibougamau, en Gaspésie, dans les Laurentides. Je vous salue. Pas Marie. Performance. En bas, ce qu'il y a là, je ne sais pas, ça va arriver avec le reste tantôt. C'est une erreur de la personne qui s'occupait de ça. C'est sûrement pas ma faute à moi. L'équation est celle-là. La performance serait fonction de 4 éléments. Le premier élément, je vais vous demander avant, voulez-vous penser à quelqu'un que vous connaissez, que vous pouvez avoir en tête, qui est quelqu'un de très peu performant? Je ne vous demande pas de les dire, mais juste de choisir. Pensez aussi à quelqu'un qui est plutôt performant dans la vie n'importe où, que ce soit étudiant, prof ou ailleurs. Les avez-vous? OK. Je vais juste demander de me répondre. C'est la même règle que tout à l'heure. Les avez-vous? Oui, good. Première notion, ce serait la perception du rôle attendu. Comme prof, je peux penser que mon rôle, c'est de diffuser des matières, c'est de diffuser des contenus, des connaissances. Je peux penser que mon rôle, c'est de faire des citoyens de première catégorie. Je peux penser que mon rôle, c'est de développer le plein potentiel de tous les élèves que j'ai. Pas au même niveau parce que c'est pas pareil. La perception du rôle attendu va jouer sur la performance. Est-ce que jusque-là, ça vous va? Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un restaurant italien. Dans les restaurants italiens, les employés reçoivent l'information que ça fait partie de leur rôle de s'occuper de toutes les tables, de toutes les sections et de tous les papiers qui traînent sur le plancher, n'importe où ailleurs. Et parce qu'ils ont ça comme perception, ils font ça. Ils desservent à la table, ils font. C'est d'abord une question de perception de rôle attendu. Les élèves ont un rôle attendu que vous pouvez leur donner, que vous pouvez leur rappeler. Leur rôle, ce n'est pas seulement d'écouter puis d'entendre. Leur rôle, c'est d'apprendre. Leur rôle, c'est de consacrer le temps, c'est de consacrer les efforts, c'est d'apprendre à s'impliquer dans un milieu social. Si on ne leur dit pas c'est quoi le rôle qui est attendu, évidemment, on a moins de chances qu'il y ait performance. Est-ce que je suis clair? Le deuxième facteur, c'est la correspondance au profil requis pour exercer le rôle attendu. Connaissance, habileté, attitude. Depuis ce matin, quand je me promène dans les ateliers, je vois qu'il y a de plus en plus d'ateliers qui parlent du savoir-être et ça me réjouit, pas juste pour les élèves, mais pour les profs, parce que dans le profil, souvent, on a examiné, on a vérifié les connaissances, les habiletés, pas toujours les attitudes. Et c'est souvent ce qui a causé des grands problèmes dans les organisations. C'est rarement un problème de connaissances. Vous les avez, les connaissances, les compétences. Les attitudes, c'est souvent variable. Alors, deuxième morceau, la correspondance. Il y a des gens qui font, je sais, qu'est-ce qui est attendu? M'en calisse, attendu. Il y a des gens qui font, je sais, qu'est-ce qui est attendu? M'en calisse, excusez-moi, je m'en fous. Et si c'est le cas, évidemment, ça va avoir un impact sur la performance. Moi, là, ils m'ont dit qu'il fallait que je m'intéresse à l'intimidation dans les classes, il fallait que j'aide les gens qui ont des difficultés. Regarde, là, moi, là, j'ai entendu, là, moi, ma job, c'est je dis feu, je m'en vais chez nous. Je ne sais pas si vous voyez. La volonté d'exercer le rôle attendu, c'est un critère. Puis le quatrième, qui rejoint l'autre, c'est l'appui de l'organisation pour pouvoir développer le profil qui est attendu. On ne naît pas avec toutes les connaissances, les compétences et les habiletés, les attitudes requises, mais ça se développe. Mais il y a une responsabilité de l'organisation aussi de vous aider à faire ça. La personne que vous avez choisie qui est peu performante, combien de ces 4 volets-là a-t-elle intégré? Je veux ça avoir des réponses. Pas beaucoup, hein? Et lequel serait le plus payant à faire développer? La volonté. Parce que le rôle, il est connu, hein? Mais la volonté d'exercer le rôle, ce n'est pas quelque chose sur lequel on intervient souvent. Mais vous pouvez voir chacun sa situation, vous pourrez regarder.
La personne très performante à laquelle vous avez pensé, elle en a intégré combien? 3 ou 4. C'est juste pour qu'on s'en rappelle, parce que si vous voulez efficacité, vous voulez performance, ça donne au moins une petite prise pour dire, tiens, c'est pas sur son profil que ça se joue. Ça se joue sur peut-être il y a une confusion dans le rôle. Peut-être ça se joue sur la volonté d'exercer le rôle. Juste, vous pourrez voir qu'est-ce qui vous sert à vous. Et c'est vrai partout, hein, dans une équipe sportive, c'est la même affaire. Les gens qui sont amateurs de hockey comme moi, on entend toujours le sacro-saint. Le coach a bien précisé quel est le rôle qui était attendu de ce joueur-là, puis c'est pas de compter des buts, puis c'est de jouer sans la rondelle, puis tout ce qu'on pense qu'ils sont des niaiseries, mais qui, dans le fond, est des... Bon, voilà. Il ne faudrait pas que je me parte sur le hockey. Est-ce que c'est clair? OK. Oui. Oui, mais c'est ma responsabilité de demander le soutien dont j'ai besoin. Oui, merci, je ne l'avais pas dit. Mais c'est à moi. Si j'attends que l'organisation réfléchisse et tombe sur les bons moyens de me soutenir, il y a un risque. Ma responsabilité, c'est de dire, vous souhaitez que je fasse ça, je comprends, je ne sais pas comment faire ça, j'ai besoin d'outils pour faire ça, j'ai besoin d'être libéré pour faire ça. C'est à ça que je faisais référence. OK? Choisir d'être un leader, c'est de ça qu'on a regardé. Ça, c'est votre logo à vous autres. On va parler de mobilisation. Mobiliser, mettre en mouvement. Mon hypothèse, c'est que la mobilisation a un lien extrêmement direct avec l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se reconnaît à ses propres yeux. Est-ce que c'est exact? Ma croyance, c'est que l'estime de soi, ça se développe, c'est possible que ça se développe toute l'année, toute la vie. À moins que vous ayez la croyance, comme a écrit un certain auteur, que tout se joue avant 6 ans. À 6 ans, là, si vous n'avez pas eu l'estime de soi, là, vous attendrez la prochaine vie, quand c'est passé, c'est fini. Et je trouve ça un peu dangereux comme concept. Puis on a vu des gens évoluer sur leur estime d'eux-mêmes. D'accord? Les profs ont un niveau d'estime d'eux-mêmes aujourd'hui qui est développable, qui est pour moi, qui a encore des possibilités d'être augmenté ou d'être diminué, dépendamment de ce qui se passe autour. Qui a des enfants parmi vous? Direz-vous que vos enfants, vous intervenez auprès d'eux pour qu'ils développent leur estime d'eux-mêmes? Oui, on veut ça. Il faut regarder sur quoi ça se joue. Et la mobilisation ou le développement de l'estime de soi, pour moi, c'est du même ordre. On va tenter de regarder ça si vous voulez. Je vais vous demander de ne pas partager à votre table, ça serait autre chose, mais vous pensez à quelqu'un, quand vous étiez à l'école, n'importe où, à n'importe quel âge, voulez-vous penser à un prof qui a eu sur vous des impacts négatifs sur votre estime de vous-même? Avez-vous choisi? Pensez à un prof qui a eu de l'impact positif sur l'estime de vous-même. Moi, c'était la maîtresse Martel. Alors, à ce moment-là, on appelait ça la maîtresse. Maintenant, ça a changé de définition. Mais à l'époque, c'était la maîtresse Martel. Et la maîtresse Martel était fine, était douce, était gentille, était supportante. Mais M. Fortier, lui, il nous traitait d'imbéciles, de pourris, d'innocents. Je ne sais pas si vous voyez, dans la classe. C'est le fun. Hey, dernier, innocent encore, là. Je ne sais pas si vous voyez. C'est le fun sur l'estime de soi. Et je sais, on a tous vécu, quand on était nous-mêmes élèves à l'école, ce genre d'intervention-là. Puis des fois, ça a été avec nos parents, des fois, ça a été avec les grands-parents. Mais c'est venu de quelque part, ça, le niveau d'estime de soi qu'on a. Alors, on va tenter de regarder comment ça se passe. Puis mon grand ami Denis Gagné, qui est malheureusement décédé, qui était mon ami, mon mentor, il disait tout le temps, si tu es capable dans ta vie de prof, parce que j'ai été prof un jour, de à chaque fois que tu interviens, de le faire en prenant garde de maintenir ou d'améliorer l'estime de soi des personnes, tu vas avoir gagné quelque chose dans ta vie. Là, je t'ai donné chaque fois, c'est pas possible. Des fois, il est bête, il faut lui dire. Je ne sais pas si vous voyez, je pensais comme ça dans le temps. Et il disait non, chaque fois que tu interviens, ça a un impact sur l'estime de soi comme prof. Et mais c'est un gros mandat, hein? Direz-vous que vous êtes capable d'intervenir toujours positivement dans chacune de vos interventions? Grosse job, hein? Mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans parce que ça
Les élèves qui vous perçoivent comme ayant un impact positif sur leur estime de vous-même, je gagerai ma chemise, qui vous aiment, qui trouvent que vous êtes des bons profs et qui vont tolérer des petits revers à côté qu'ils ne toléreront pas chez d'autres parce que vous avez compris. Alors, on va aller voir sur quoi ça se joue. Donc, l'estime de soi. Il y a quelqu'un qui a écrit un jour qu'il y a des sources, si c'est vrai que ça se développe, quelles sont les sources de développement de l'estime de soi? Alors, vous avez 1 minute avec les gens qui sont à côté de vous pour trouver quelles sont ces sources de développement d'estime de soi. Ça, c'est les lettres qui commencent. Ce sont des noms, pas des verbes ou des adjectifs. Et c'est le nombre de lettres. Il y en a 5. Vous avez 1 minute. C'est parti. Avec mes voisines. Oui, ça c'est bon. Oui, il reste 30 secondes. Il reste 15 secondes. Remettez vos copies. Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça vient spontanément? Pourquoi? Pardon? À cause de la lettre. Mais je veux juste comme, si c'était une notion qui était intégrée, on dirait, ben oui, ça. C'est ça qu'on fait avec nos élèves, c'est ça qu'on fait avec nos enfants, c'est ça qu'on essaye de faire avec nos amis puis nous-mêmes. C'est pas si clair que ça. Pour moi, c'est d'où l'idée de la notion. Alors, pardon? Non, 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 on n'est pas loin. Intégrité, 500 points pour la madame. L'intégrité, c'est la capacité de se comporter en conformité avec ses valeurs. Je fais un stage dans une organisation, je me rends compte que les valeurs qui sont véhiculées sont totalement à l'encontre des miennes et tous les jours, je reviens du travail décrissé puis je me demande pourquoi. L'intégrité. Vous suivez? A pour accomplissement. Ce n'est pas l'anticonstitutionnel. L'accomplissement, c'est la capacité de se fixer des objectifs, de les atteindre et de faire, c'est moi qui ai fait ça. Je m'étais dit, je perdrais 10 livres, c'est fait. Terminé, coché, terminé. Dans le monde de l'éducation, faut que, pour que ça puisse avoir des chances, il faut que les objectifs soient proposés, soient réalistes et réalisables. Première caractéristique. Et la deuxième, c'est que les élèves s'approprient les objectifs. Il ne faut pas que ce soit juste votre trip à vous autres. Ça, c'est comme quand votre direction dit, tes objectifs, c'est ceux-là. Tu fais comme, OK, j'ai entendu. Mais si ça ne t'intéresse pas de les atteindre, il n'y a pas grand chance que ça se passe. Fait que dans l'accomplissement, réaliste, réalisable pour la clientèle qu'on a, avec leurs capacités et leurs limites, et qui se les approprient. Mais pour qu'ils se les approprient, toujours faut-il leur indiquer c'est quoi, puis de chercher l'adhésion sur les objectifs en question. On connaît tous quelqu'un qui s'est fixé, qui se fixe continuellement des objectifs irréalisables dans la vie, puis qui se flagelle après de ne pas les avoir atteints. En connaissez-vous? Moi, j'ai un de mes frères, il est le même champion. C'est comme, ah là, je vais écrire un livre cette année, là. Wow, super. Livre sur quoi? Je ne sais pas encore, mais ça va sortir en juin. En juin, tu fais pile livre, quel livre? Mais, tu sais, il s'est flagellé, vous comprenez? L'accomplissement. Hypo, come on. Non, pas intégrité 2 fois, ça serait trop facile. L'influence. Avoir du pouvoir d'influence. Les élèves, comme les adultes, aiment avoir des responsabilités puis avoir de l'influence. Qui n'aime pas avoir de l'influence à part les lièvres? On aime ça, avoir de l'influence. Et une des manières les plus certaines d'avoir de l'influence, pour moi, c'est de gérer sa crédibilité. On va en reparler un peu tantôt. Mais l'influence, ça fait partie des sources d'estime de soi. Les gens qui n'ont pas d'influence autour d'eux autres ont tendance à pas trop être motivés, pas trop être mobilisés. V pour valorisation, vous l'avez trouvé. 2 conditions pour que ça marche. La première condition, c'est que la valorisation soit vraie. Il y a des gens qui ont appris à faire semblant
Et il y a des gens qui n'en croient rien, mais qui valorisent tout le monde. Ils valorisent tellement que les gens, personne ne les croit. Il y a quelques années, j'avais vu dans un hôpital une madame, elle devait avoir comme 90, elle sortait d'une salle d'opération. Une infirmière passe, puis elle dit ben, bonjour, ma petite madame, vous êtes donc bien cute un matin. Puis on voyait la petite vieille qui était de même, de derrière ça. Elle n'avait jamais été aussi laide de sa vie, la madame. Elle sortait de l'hôpital, elle était blanche, elle était verte, elle était. Je ne sais pas si vous voyez, c'est comme, c'est pas vrai. Fait que la valorisation, vous avez compris, ça ne marche pas quand c'est pas vrai. Il y a une limite, des fois, à dire à quelqu'un que tu as l'air en forme, même si ce n'est pas parfaitement vrai, là, faites les distinctions nécessaires, mais la première condition, c'est que ce soit vrai. Et deux, c'est que ça a plus d'effet quand c'est fait par des personnes significatives pour les gens. Qui sont les personnes significatives pour les élèves? Les profs. Et la valorisation, c'est une bonne affaire. Mais quand il n'y a rien à valoriser, ne dites rien. C'est quand il n'y a rien à dire. J'avais un chum de hockey, moi, qui disait tout le temps, René, t'es dur avec lui, tu sais. Il disait, faut être, sois positif, dis quelque chose de positif. Je dis, il n'y en a pas, c'est ce que tu veux que je te dise. Mais c'était exagéré un peu. Et A pour appartenance. Les jeunes, de plus en plus, souhaitent l'appartenance à un groupe, à l'organisation. Moi, quand j'étais jeune et qu'on faisait un party chez nos parents, on était 4. Maintenant, un party de jeunes, c'est combien? 50. Et avec notre bière, évidemment, ça c'est normal, c'est entendu. Mais le sentiment d'appartenance, plus on peut générer des conditions où ils vont sentir de l'appartenance dans leur groupe, plus il y a de chances que ça donne un niveau d'estime de soi. Je ne sais pas si je suis clair. Surréaliste ou je fly, là? Ça va? Avec vos enfants, c'est la même affaire. Vous pouvez voir. Ils aiment pouvoir dire ce qu'ils croient, en quoi ils croient, c'est quoi leur valeur, sans se faire dire qu'ils sont à côté tout le temps. Ils aiment pouvoir atteindre des objectifs pourvu que ce soit réaliste. Ils aiment avoir des responsabilités. Ils aiment être valorisés, évidemment, et appartenir au groupe, sauf quand ils ont 14 ans. Mais ça, c'est une autre chose. Alors, c'est les besoins sont ceux-là. Vous pouvez voir, je ne m'attarderai pas plus longtemps sur ça. Peut-être juste sur la notion de reconnaissance en bas. Un mot qu'on utilise souvent, la reconnaissance. Et moi, je pense maintenant de plus en plus que ce que les jeunes et les gens recherchent, c'est moins la reconnaissance pour le travail bien fait que la considération pour les personnes qu'elles sont. Et si je vous disais, vous, comme prof ou comme conseiller ou gestionnaire, si vous avez le choix seulement entre la reconnaissance pour le travail bien fait ou la considération pour la personne que vous êtes, qu'est-ce que vous prenez? Évidemment, c'est la deuxième. Et juste qu'on s'en rappelle, les gens souhaitent être considérés comme personnes. C'est pas juste un étudiant, vous n'êtes pas juste un prof, c'est des personnes. Puis à ce titre-là, ils méritent d'être traités comme tels. Alors pour moi, ça en fait partie. Il y a un lien facile avec l'estime de soi et la mobilisation. Alors, juste les thèmes qu'on a regardés tantôt. Donc, le premier besoin, l'intégrité, on en a parlé. Et dans votre cas à vous, c'est de regarder est-ce que les jeunes qui sont là se retrouvent dans les valeurs de l'organisation, dans ce qui est proposé, là où ils vont faire des stages ailleurs, l'intégrité. Le deuxième, c'est l'accomplissement, qu'on a regardé tout à l'heure. Et on va parler d'influence, mais sous l'angle de la crédibilité, si vous voulez. Il y en a combien qui ont déjà passé plus qu'une heure, à part ceux qui m'ont entendu il y a 6 ans, sur ce que c'est la crédibilité, sur quoi ça joue, comment ça marche? On ne fait pas ça, hein? On pense tous qu'on a et que ce n'est pas quelque chose qui se gère. Moi, je pense que c'est quelque chose qui se gère. Fait que je veux prendre 10-15 minutes pour vous donner le mode d'emploi, si vous voulez, puis vous pouvez voir. Et je parle autant de votre crédibilité comme prof ou comme conseiller ou comme gestionnaire, comme la crédibilité de la formation professionnelle. Pour moi, c'est du même ordre. Comme la crédibilité dans votre réseau social, sportif, ailleurs, c'est la même affaire. J'ai choisi de définir la crédibilité comme étant une valeur subjective et non pas objective, parce qu'elle est accordée par les autres et non pas par soi-même, contrairement à l'estime de soi. L'estime de soi, c'est moi qui me donne ma valeur. La crédibilité, c'est accordé par les autres avec leurs critères. Ça change-tu un peu la game?
Oui ou non? Si je pense que mon estime de moi est élevée, donc j'ai de la crédibilité, pas garantie. Ça, c'est l'estime de soi. L'image, la valeur qu'ils m'accordent avec leurs critères en fonction de leur perception, ça, c'est la crédibilité. Puis le dernier, il est délicat, mais il est exact aussi. C'est si je corresponds aux critères des élèves et qu'ils ne perçoivent pas que je corresponds aux critères, ça donne zip zéro sur la crédibilité. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est la même chose avec n'importe où dans l'organisation. C'est la crédibilité, c'est aux yeux des autres avec leurs critères. Est-ce que ça vous explique pourquoi des êtres épouvantables réussissent encore à avoir de la crédibilité aux États-Unis? Est-ce que Donald Trump a de la crédibilité? Aux yeux des 41% qui aiment ça, du monde arrogant, baveux, bête, puis qui se foutent du reste du monde, il est très crédible. Puis là, les gens disent, ouais, mais c'est parce que les Américains ont des mauvais critères. Les Américains ont les critères qu'ils ont. Nous autres, on a élu Trudeau. Avant ça, on avait eu Harper. Puis les autres, ils disaient, les Canadiens sont fous. Ils ne sont pas fous, ils ont leurs critères. Je ne sais pas si vous voyez. Là, on a élu Legault. On va voir comment ça va donner. Et il y a des gens ils tombent en bas de leur chaise quand ils voient que Québec solidaire a fait une percée extraordinaire. Mais on ne réalise pas qu'il y a plein de gens pour qui les changements climatiques, c'est leur critère premier. C'est qui la vedette qui va passer, à tout le monde en parle dimanche, là, qui est en train d'intervenir sur les changements climatiques au Québec? Dominique Champagne. Tout d'un coup, il devient, lui, très crédible parce qu'il part un mouvement qui s'appelle le PAC, qui correspond aux critères attendus, puis il est perçu comme tel. Crédibilité. Si vous voulez de la crédibilité aux yeux de vos élèves, c'est en fonction des critères de qui? Des élèves. Est-ce qu'ils ont tous les mêmes critères? Non. Et quand ils parlent, est-ce qu'ils disent leurs critères? Oui. Quand un élève dit hey, moi, le dernier prof que j'ai eu qui était pas pire, là, ça, c'était Madeleine Chose, là, elle était fine, là, puis elle était cute, puis elle donnait pas trop de tâches. De quoi il parle? De leurs critères. Et quand les gens parlent, moi, sauf quand ils essayent de manipuler, là, les gens ils disent leurs critères pourvu qu'on écoute avec une oreille de crédibilité. Et vous écouterez les gens parler autour, vous allez savoir c'est quoi les critères. Mais toujours faut-il s'y intéresser. Définition. Non seulement c'est subjectif, mais c'est aussi fluctuant. Connaissez-vous des gens qui avaient de la crédibilité qui l'ont perdue? Nommez-en. Qui? Trudeau. Depuis quand, entre autres? Quand ils ont acheté le pipeline là, avec notre argent, les gens ont fait hein, que c'est ça? Puis, ça a fait un choc, c'est pas la seule manière. Aux Indes, les sous-marins, aux Indes. Et c'est toujours la même affaire. Face à l'industrie pétrolière, il a gagné beaucoup de crédibilité. À la population, il commence à être inquiet pour les élections qui s'en viennent. C'est fluctuant. C'est aussi culturel, la crédibilité. J'aimais dire il y a quelques années, je le dis moins, mais un président américain qui a eu une aventure extra-conjugale, c'est très difficile sur sa crédibilité. Un président français qui n'a pas eu d'aventure extra-conjugale, c'est difficile sur sa crédibilité. Je ne sais pas si vous voyez. Ça dépend des cultures. Et dans les milieux où vous vivez, il y a culture. Qui dit culture dit valeur. Qui dit valeur dit critère. Et de ne pas s'intéresser aux valeurs pour aux critères, c'est un risque qu'on passe à côté des critères pour gérer notre crédibilité. L'autre, c'est circonstanciel. Nommez-moi 2 critères qui sont devenus extrêmement importants dans la dernière année pour la crédibilité des vedettes, des producteurs, des politiciens. Pardon? Me too. Et d'un coup, là, quand tu arrives, tu passes à côté de quelqu'un, tantôt, il y a quelqu'un qui m'a frôlé, c'était une fille, j'ai regretté, mais elle a fait hey, excusez-moi, mais tu vois que c'est comme hey, tu touches à quelqu'un, là, tu fais déjà sur la crédibilité, tu es à risque. Tu dis un commentaire, tu es à risque. Et c'est circonstanciel. Il y a 5 ans, c'était la commission Charbonneau, et là, c'était l'honnêteté. Ça a été remplacé par MeToo, qui là va être remplacé par autre chose, mais ça fait partie des critères, on appelle ça des tendances.
Les principaux facteurs de crédibilité, je vous en donne 3. Le premier, évidemment, c'est la compétence. Dans votre cas, c'est les connaissances, c'est les capacités de livrer, c'est les capacités de développer le potentiel des jeunes, votre compétence, pas juste les diplômes, mais la compétence plus générale. Le deuxième facteur, c'est l'expertise relationnelle. L'expertise relationnelle. Mon hypothèse ou ma conviction, c'est que dans votre monde à vous, c'est à peu près impossible d'avoir de la crédibilité, une crédibilité élevée si vous n'avez pas d'expertise de relation. Est-ce que j'exagère? L'évaluation de vos élèves est en partie sur vos compétences, mais beaucoup sur le relationnel. Et c'est vrai un peu partout. En politique, moi j'aime bien citer l'exemple de Véronique Yvon, qui est pourtant au Parti québécois, qui a une grande crédibilité parce que les gens la perçoivent comme étant pas juste campée dans un parti, mais capable d'élargir un peu et capable de relation. C'est elle qui a mené le dossier de l'aide médicale à mourir, qui n'était pas évident à traiter, l'expertise relationnelle. Avoir des gens gentils, tolérants, drôles, qui sont ouverts, qui sont affirmés, c'est l'expertise relationnelle. Est-ce que j'exagère? Ça se développe où? Un autre cas. Et l'autre, c'est les antécédents. Quand les élèves disent à leurs collègues « Ah non, t'es pas chanceux, ton bec tremblé, t'es un hostie de fou. » Tu sais, je ne sais pas si vous voyez. Les antécédents jouent sur la crédibilité, pour n'en nommer que quelques-uns. C'est aussi une question d'attitude, la crédibilité. Je suis conscient que je vais un peu vite, je ne sais pas si c'est correct pour vous. Il y a au moins 2 attitudes pour la crédibilité. La première, c'est la culpabilisation. Vous connaissez la culpabilisation? La recherche de coupables, soi-même ou celle des autres. Ma blonde prétend que l'auto-culpabilisation serait féminine et l'altro-culpabilisation masculine, mais le débat n'est pas terminé. Il se passe quelque chose, puis elle me dit, tu ne te sens pas coupable. Je dis, ben non, pourquoi? Elle ne se demande pas pourquoi. Je me demande, ben non, il n'y a pas de raison, je ne sais pas si vous voyez. Et elle, aussitôt qu'il se passe de quoi, elle fait, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a l'air d'avoir quelque chose de culturel là-dedans, vrai ou pas. Et ce midi, je sais pas, j'étais avec les gens qui étaient au panel ce matin, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là. Il y avait une des dames qui disait qu'elle était très déçue que beaucoup de profs n'osent pas faire la promotion de leur bon coup parce qu'après ça, ils se font bitcher par en arrière. Je ne sais pas si vous étiez là. Et je trouvais ça vraiment dommage parce que faire voir la correspondance aux critères, c'est nécessaire pour avoir de la crédibilité. Mais on a été élevé dans une espèce d'humilité catholique qui considérait que l'humilité, c'était se placer en bas de sa valeur réelle pour être sûr qu'on ne se vanterait pas. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais ça ressemblait à ça. Alors que l'humilité, c'est se placer à sa juste valeur. C'est pas se mettre en bas, c'est pas se mettre au-dessus. Alors, faire voir les bons coups qu'on a faits quand ils sont réels, c'est pas de la vantardise, ça s'appelle la gestion de la crédibilité, pour moi. J'ai un copain qui, quand j'avais parlé de ça, il me dit, ah, la culpabilisation, il dit ça, c'est mon club de bitchage. J'ai dit, quoi? Et il a sorti sa carte de membre, il était membre d'un club de bitchage, pour vrai. Et il était 6 filles et un gars, mais c'est par hasard, ça avait commencé comme ça, qu'il a dit. Il dit, il disait qu'une fois par mois, il se réunissait dans un restaurant, belle table ronde, se choisissait une victime qui n'était pas présente et il bitchait contre elle toute la soirée. Il disait la différence entre nous autres et les gens dans les organisations, c'est que nous, on sait qu'on est membre d'un club de bitchage. Il y en a-t-il des petits clubs de bitchage dans les organisations où vous œuvrez? À peine. Alors lui, il m'a dit de vous dire qu'il y a 4 règles pour que le bitchage soit bénéfique. Est-ce que vous les connaissez? Alors la première règle, évidemment, c'est que la personne bitchée n'est pas présente, parce que sinon, ça fait des conflits. La deuxième règle, c'est qu'on le fait consciemment. On se le dit, là, on jase. Tu sais, quand Guillaume Lepage, il dit on jase, là. Moi, si j'étais invité, je serais un peu inquiet. On jase. On met la switch à bitch, appelez ça comme vous voulez. On fait notre thérapie de groupe. La troisième règle, c'est que ça arrête. 5 minutes de bitchage conscient chaque jour en l'absence des bitchés, ça peut être une excellente thérapie.
8 ans de bitchage consécutif contre le système, les élèves, les autres, c'est pas une bonne affaire. Il faut que ça arrête un jour, puis qu'on passe à la responsabilisation. J'ai le regret de vous annoncer que vous êtes les seuls responsables de votre crédibilité. Qui va la gérer, si ce n'est pas vous autres. Malgré des gens qui, des fois, bitchent contre nous autres. Mais c'est ma responsabilité de gérer ma crédibilité si je veux avoir les nombreux avantages qui viennent avec. Il y a une question d'attitude, que ce soit la formation professionnelle. Moi, ça me scandalise, pas ça, mais je trouve ça vraiment dommage que la formation professionnelle n'ait pas l'image et la crédibilité qu'elle devrait avoir. Il y a quelque chose de fondamental dans ce que vous faites, puis de très utile à la société, puis on a toujours passé comme là. Moi, j'ai hâte que les gens, dans le fond, soient capables d'aller en faire la promotion. Rapidement, il y a 5 pièges à éviter si on veut avoir de la crédibilité. Le premier, c'est mentir. Crédibilité, ça vient du verbe crédere, qui veut dire croire. Ceux qui ont fait un cours classique comme moi s'en rappellent tous, n'est-ce pas? Et quand on n'est pas cru, on est cuit. On peut-tu dire ça? Fait que mentir, c'est une bonne affaire. 2, c'est pas une bonne affaire. Nier que c'est subjectif. Non, mais les gens, ils vont comprendre que je n'ai pas fait exprès. Ça ne marche pas de même. C'est subjectif, puis c'est à leurs yeux. 3, c'est d'analyser des situations. Ah, c'est arrivé qu'une fois. C'est arrivé 2 fois. Ah, juste 2 fois. Tu sais, la ville de Montréal, ils disent, on a 28 000 employés, c'est arrivé juste 100 fois. Ben, ouais, mais c'est 100 fois. Faire preuve d'incohérence indécente. Je ne sais pas si vous avez vu récemment au cégep de Sainte-Foy, le collège a suspendu 4 adolescentes pour une vidéo où les filles disaient fuck les musulmans, man, c'est tous des terroristes, quelque chose du genre. S'ils n'étaient pas intervenus, parce qu'ils se sont fait reprocher par certains d'être intervenus, alors que c'était en complète contradiction avec les valeurs de l'organisation, ça s'appelait pour moi une incohérence indécente. L'ancienne ministre qui était allée en Grande-Bretagne et qui avait changé son hôtel parce qu'elle trouvait que c'était pas assez chic, puis elle buvait des jus d'orange à 100$, là, je ne sais pas comment elle s'appelait, était qui? Bev Oda, merci, exactement. Et elle disait que quand les journalistes ils ont dit que ça n'avait pas de bon sens, elle dit What's the problem? C'est parce que tu es en charge du développement des pays pauvres. Yo, allô? Ben, ça s'appelle une incohérence indécente pour moi sur la crédibilité, puis il y aurait plein d'autres exemples qu'on pourrait regarder. S'associer à des personnes ou des organismes peu crédibles. Des fois, il y a des organismes qui font comment on va faire un partenariat avec vous autres, on ne vérifie pas leur crédibilité, puis après ça, on coule avec. Vous pourrez regarder. Finalement, il faut voir comment ça se gère. Si je regarde, il y a un continuum dans cette manière de se faire-là qui s'appelle aller de l'intransigeance à la prostitution. L'intransigeance, c'est les gens qui font moi, je suis comme je suis, je m'aime de même, moi, je suis authentique, qui disent, puis s'ils ne m'aiment pas, qui mangent la merde, ça, c'est les intransigeants. Ça ne donne pas beaucoup de chances d'avoir de la crédibilité. Mais ils restent intègres, puis ils sont les seuls d'avoir le pas dans l'armée. Je ne sais pas si vous voyez. À l'autre bout du continuum, il y a les têteux, la têtosité. Et ceux qui sont prêts à faire n'importe quoi pour correspondre aux critères attendus, peu importe si c'est au prix de perdre leur âme. Ça ne donne pas la crédibilité ni un ni l'autre, même si on en voit dans les deux catégories. Entre les deux, il y a une notion qui s'appelle être capable de gérer sa crédibilité en maintenant un confort puis une intégrité. Nos critères, si c'est ça qu'on veut, puis de faire voir qu'on correspond. Selon nos critères, si c'est ça qu'on veut, puis de faire voir qu'on correspond. Si on ne fait pas voir la correspondance aux critères, ça donne 0 sur la crédibilité. Me suivez-vous? Oui ou non? Si ce n'est pas vu, ça ne donne rien. Fait que moi, ça me permet de dire à mes clients, si vous voulez de la crédibilité, allez vous faire voir, dans le bon sens du terme. Si vous voulez de la crédibilité pour la formation professionnelle, faites voir ce que vous faites, faites voir quels sont les bons coups, puis arrêtez de dire on n'est pas un petit pain et ça ne donne pas beaucoup de crédibilité. Et l'autre manière d'avoir de la crédibilité, c'est de faire, les conséquences de l'intransigeance, c'est de s'éjecter puis prendre le risque de se faire éjecter. Et l'autre manière, c'est de faire changer les critères. Est-ce que c'est facile? Faire changer les critères des gens? Combien il y a de chances sur 100 d'y arriver si on n'essaye pas? Évidemment, 0.
Et moi, je pense qu'il faut faire ça. Quand le parent débarque chez vous et qu'il fait comme je veux que tu t'occupes de mon fils ou de ma fille puis de laisser faire les autres, voulez-vous correspondre à ça? Pas possible. Mais de ne pas l'influencer sur son critère, pour moi, c'est un risque de ne pas avoir de crédibilité. Et j'avais une anecdote que je me demandais si j'allais dire, mais il y a un participant qui est assis là dans la salle pour ne pas le montrer, qui m'a dit cet après-midi, il m'a dit, je vous reconnais, vous avez eu, je vous ai entendu déjà sur les notions des valeurs et tout, puis je m'en sers, puis vous aviez donné un exemple sur votre fils, je ne vais pas vous le donner. Rappelez-moi combien ont des enfants? Est-ce que vous auriez intérêt à ce que vos enfants comprennent comment ça marche la crédibilité? Alors, je vous donne le truc. Vous vous rappellerez de l'anecdote, ça va vous situer. Mon fils, à l'époque, avait 12 ans. Il en a 30 maintenant. Et il voulait faire partie d'une équipe de hockey qui était les Atomes 2A. Vous savez, c'est quoi ça, les 2A? C'est le niveau d'élite. 5 après-midi d'entraînement dans l'ouest de Montréal, une cinquantaine de jeunes, 5 coachs, ça marche de même. Et les jeunes apprennent en rentrant dans le vestiaire après chaque pratique s'ils reviennent le lendemain en voyant leur nom barré au tableau ou pas. Je sais pas, c'est très relationnel comment ils faisaient ça. Je ne sais pas si ça a changé. C'est comme va broyer avec ta mère ou ton père, c'est ça que ça voulait dire. Fait qu'il fait sa première pratique, c'est moi qui l'accompagne. Il sort de là, le grand sourire fendu jusque-là, mais un petit peu à moitié, mettons. Fait que je fais, Antoine, tu reviens demain? Ah, il dit oui, René, mais il dit non coupé à moitié, hein? Il dit, me semble, ça va vite pour une première journée. Fait que je dis, t'es inquiet? Mais comme c'est un gars, il m'a dit non. Hein, les gars ne sont pas inquiets. J'ai dit, est-ce que tu es préoccupé? Ça, c'est acceptable. Fait qu'il m'a dit oui. Il dit, j'ai peur, dans le fond, que je ne sois pas là demain. Tu sais. Je dis, Antoine, ça serait le temps qu'on fasse une révision sur comment ça marche, la crédibilité. Parce que depuis qu'il est long de même, moi, j'y enseigne tout ce que j'enseigne à mes clients. Fait qu'il fait, oh non, comment, pas encore tes affaires, là. Fait que, je dis, Antoine, regarde, on a 20 minutes de char à faire, là, tu ne peux pas sortir. Là. Il fait, OK, ah ouais, ah ouais. Fait que je dis, bon, te rappelles-tu comment ça marche la crédibilité? Il m'a dit, oui, tu as toujours dit que la crédibilité, c'est comme la beauté, c'est dans l'œil des autres. Félicitations, c'est beau, tu te rappelles comment ça marche. J'ai dit là, qui va décider si tu fais partie de l'équipe? Les coachs? Non, non, il dit le gars que tu as vu, là, qui a un C sur la calotte, ils ont bien que c'est lui le boss. J'ai dit, bon, c'est bien parti parce que tu sais que c'est aux yeux de quelqu'un d'autre, puis tu as identifié quelqu'un d'autre. Quelle question je devais lui poser après? Quels sont ses critères à lui? Fait qu'il m'a dit, ben, ça devrait être un bon lancer, un bon coup de patin, un bon sens de l'anticipation. Est-ce qu'il était bien parti? Pardon? Oui. C'est les critères acquis qui dit, là? Les siens auxquels il correspondait par hasard, mais ça ne donne pas les critères de l'autre. Fait que je lui ai rappelé ça, il m'a dit, ah ouais. Fait que je dis, pourquoi tu ne vas pas lui demander avant la pratique, demain, tu vas savoir? Oui, mais il dit, là, si je vais lui demander, je vais avoir un avantage sur les autres. Mais là, je dis, Antoine, tu es en compétition, là, avoir un avantage sur les autres, pas de mauvaise affaire. Fait que finalement, il est allé demander les critères de l'autre en question. Il est revenu, puis il dit, je dis, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, put your nose where it smells, go get the puck. If you can't stand the heat, get the fuck out of the kitchen. Je ne sais pas si vous comprenez. Non? Va chercher la rondelle, mets-toi le nez où ça chauffe. Si tu n'es pas capable de sentir où ça pue, autour de là. C'est-tu clair, ça? Fait que j'ai dit, qu'est-ce que tu comprends? Ben, il dit, c'est l'agressivité. OK? Quelle question je devais lui poser après à mon fils? Bravo. C'est pas la question, veux-tu te battre? Veux-tu correspondre aux critères tels que définis par lui? Il m'a dit non. Non, ça, c'est le côté violent du hockey. Il dit, moi, je veux jouer pour le fun avec mes amis. Ah. Fait que là, quelle question je devais lui poser? Tous ceux qui disent, on s'en va de sa maison, là, vous sautez une étape. Es-tu capable de faire changer tes critères? Il y en a deux bannières. Il m'a dit, as-tu vu la face? J'ai fait, bon, oui, j'ai vu la face. Fait que j'ai dit, Antoine, est-ce qu'il y a un autre sport qui te conviendrait mieux, qui correspondrait à ce que tu es, puis où tu ne serais pas tiraillé? Il m'a dit, oui, le golf. Autre surprise. Il dit, le golf, ça, c'est smooth. Il dit, tu joues ça habillé classe. Mon fils, il aime ça, les affaires classe. Puis il dit, là, tu swings ça, c'est tout cool. Il a renoncé au Atome 2A. Il a fait 3 ans de sport-études au secondaire en golf. Et maintenant, quand il joue pour le fun, il joue 0 au scratch. Pour les gens qui savent un peu c'est quoi. C'est une belle histoire.
Quand vous penserez crédibilité, c'est le même phénomène. Aux yeux de qui? C'est quoi les critères? Est-ce qu'on veut correspondre? Si c'est les élèves, la direction, peu importe les parents. Si c'est oui, il faut le faire voir. Si c'est non, travailler à faire changer. Sinon, c'est peut-être le temps d'aller vous épanouir ailleurs. Je sais pas si je suis clair. Oui, clair? OK. Vous pourrez revoir. Évidemment, dans votre cas, l'application première, c'est auprès des élèves, auprès des collègues, auprès de la direction, auprès des parents. Et juste dans les prochaines semaines, essayez juste d'écouter et de regarder c'est quoi les critères. Déjà, vous allez être un petit peu avancé. Alors, je vois que c'est moi qui n'ai pas avancé. Valorisation, on en a parlé. L'appartenance, on va aller un petit peu plus vite là-dessus, si vous voulez. Dans l'appartenance à l'organisation, moi, je vois 3 niveaux. Le niveau le plus bas, et c'est vraiment le plus bas, c'est la loyauté. Des gens qui sont capables d'amener leurs bras pour faire ce qui est attendu, ça, c'est la loyauté. Le deuxième, c'est l'adhésion. Non seulement je suis loyal, mais j'adhère. Je suis capable d'amener ma tête puis d'accepter qu'il y a des objectifs, il y a des enjeux, il y a une mission. Ça, c'est le niveau de l'adhésion. Et le troisième, c'est l'engagement, tout croche, où il y a une question, dans le fond, de passion. Et pour moi, dans votre cas à vous, j'entendais aujourd'hui quelqu'un qui disait, quand on est passionné, les élèves le sentent. Quand on les aime, ils le sentent. Et c'est les deux morceaux qui viennent bien avant quelles sont les notions qui nous ont diffusées. Et c'est peut-être intéressant de regarder où est votre niveau d'engagement à vous dans l'organisation, mais de les amener, eux, à une appartenance à cette organisation-là. Et c'est pas vrai qu'on peut amener tout le monde au niveau de l'engagement puis de la passion, mais au moins les inviter puis tâcher de faire en sorte qu'ils s'en aillent vers ça. Et je pense que je vais quand même prendre 30 secondes pour vous dire, ça m'avait tellement frappé. Une fois, j'attendais pour faire une conférence un peu comme tantôt, puis avant moi, il y avait le directeur de l'entreprise qui distribuait les cadeaux pour les 25 ans de travail, là, avec la montre, puis tout ça. Fait les gens venaient en avant, une poignée de main, une photo, la montre s'en allait. Là, il y en a un qui arrive et il dit, je veux dire un mot. Le directeur, il dit, on n'a pas le temps. On est sur une activité de reconnaissance et de considération. Il veut dire quelque chose, le directeur dit, on n'a pas le temps. Le gars, il dit, je m'en fous, je vais le dire pareil. Puis il a pogné le micro du directeur, puis il a dit, je voulais juste vous dire que je vous remercie pour la montre, c'est très sympathique. Il dit, pendant 25 ans, vous m'avez demandé d'amener mes bras au travail. Ça, c'est la loyauté. J'ai fourni mes bras au travail tel que demandé. Et je veux vous dire que pour le même prix, vous auriez pu avoir ma tête et mon cœur. Merci. Ça a fait comme là. Ouh! Mais je l'ai trouvé très courageux, très élégant quand même, mais le message était passé. On a intérêt à inviter les gens à pas juste amener leurs bras au travail. Ils ont une tête, ils ont un cœur, et ça marche pour les deux. Moi, il me semble que c'est une évidence. Votre niveau d'appartenance à vous, c'est quoi? Juste vos bras. Et si c'était vos bras, vous seriez des jobbers. Si c'était juste vos têtes, vous seriez des intellos. Si c'était juste votre cœur, vous seriez des gentils. Si c'était bras et tête, vous seriez des patrons. Ça pourrait être intéressant, je vais l'apprendre. Si vous aviez bras et cœur, mais pas de tête, des rêveurs. Hein? Et si vous avez tête et cœur, mais pas de bras, pas de résultat non plus. Vous êtes des essayeux parce que ça ne donne pas grand-chose. Et les bras tête cœur, évidemment, c'est des gens qui ont l'appartenance et qui sont des gens qui sont pas juste dans l'adhésion, mais ils sont dans l'engagement. C'est plus ceux-là qu'on souhaite avoir, mais ça se développe. Toujours faut-il considérer que les gens ont des bras, ils ont une tête et ils ont un cœur. Quelqu'un me disait aujourd'hui à l'école que des fois, ils ont vu des stagiaires arriver dans les organisations, puis c'est les profs qui ont appelé pour dire, ce stagiaire-là, on ne va pas le garder. Ils ont dit, pourquoi il n'est pas à la hauteur? Ils ont dit, non, il est trop bon. Je ne sais pas si vous voyez. Ça veut juste dire qu'on ne veut pas la compétition. On ne pense pas qu'on doit apprendre. On est juste correct de même. Venez pas nous déranger avec votre passion, vos engagements, vos connaissances. Ça ne nous intéresse pas. Je l'ai trouvé un peu tough. Oui? Pardon? Bien sûr, bien sûr, totalement. Et ce n'est pas nécessairement par notre faute,
Hein? C'est pas toujours l'intention. Les gens ils disent que c'est l'intention qui compte. Non, je ne voulais pas qu'ils se démobilisent, mais je l'ai tellement poussé que finalement, on a perdu l'engagement. Bien sûr, ça se développe comme ça se perd. Avez-vous vu le film On a acheté un zoo? Qui a vu ça avec Matt Damon? Dans le film en question, il est assis avec son fils à un moment donné qui est mort de peur d'aller dire à la fille qu'elle trouve de son goût. Et il lui dit essentiellement qu'il faut qu'il traverse 20 secondes de troublantes émotions et que ça va être crissement payant, en d'autres mots American. Et j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que le courage d'interpeller quelqu'un, le courage de donner un feedback négatif, le courage de demander à quelqu'un de changer son comportement, le courage de dire à un collègue qu'on n'est pas complètement d'accord avec sa manière de procéder quand on voit les impacts, ça demande du courage. Et par définition, le courage, c'est agir malgré la peur, parce que s'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de courage. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Agir malgré la peur après s'être protégé. Les gens qui agissent quand ils ont peur sans se protéger sont téméraires, ils ne sont pas courageux. Les gens qui se tirent à l'eau quand ils n'ont aucune chance de sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, ce n'est pas courageux, c'est téméraire, même si ça peut être bien tiraillant. Là. Et pour moi, c'est la première notion. Et il arrive plein de situations où on a peur dans les organisations de quelque chose. Et de ne pas agir jamais, ça c'est le lièvre. Le dauphin lui va faire attendre une minute. Ça, c'est inquiétant. Situation délicate. Comment je fais pour me protéger et passer à l'action? Je ne sais pas si vous me suivez. Et je pense que cette notion-là de 20 secondes, tu sais, quand il faut t'appeler quelqu'un, là, puis c'est pas facile à dire, là, je suis sûr que ça vous arrive à tout le monde. Là, tu sais, la belle-mère a appelé, elle veut s'emmener chez vous 3 jours là, parce qu'il y a quelque chose. Là, puis tu fais comme ah, bâtin, non, tu sais. Puis là, ta femme, elle dit appelle-la, toi, regarde, moi, je la prendrais. Ah. Et là, tu fais comment? Là, tu dors mal. Le matin, tu fais ah, OK, je vais l'appeler. Mais c'est délicat, là. Il y a comme une. Hein? Tu ne veux pas mettre le trouble dans. Ça vous arrive jamais? Non? Pas un bon exemple. Comment me faire pour me protéger? Il faut que je trouve comment je vais le dire avec élégance. Mais le faire, il faut le faire. J'ai eu le bonheur dans la dernière année, le bonheur. J'ai eu l'occasion de coacher une femme dans mon réseau proche en situation de violence conjugale. Elle disait, moi, je n'ai pas de courage. Et je disais, je ne crois pas ça. Tout le monde a une dose de courage. Ça se développe, le courage. Ça veut dire que quand tu as une inquiétude, à la place juste de fuir et t'en aller, c'est que tu analyses, tu regardes comment tu te protèges, 20 secondes, puis go. Et 2 fois, 3 fois, le courage de dénoncer, le courage d'appeler la police quand l'autre il passe le périmètre, le courage de porter plainte, le courage de... Après un an, elle fait comme, hey René, je suis une femme courageuse. Elle n'aurait jamais cru, mais ça se développe le courage, ça prend 20 secondes. Et dans vos métiers, c'est probablement pas quelque chose qu'on enseigne beaucoup, le développement du courage, mais c'est, à mon avis, c'est essentiel. Alors, vous pourrez voir ce que vous en faites, mais je trouvais que le petit clin d'œil valait la peine. Finalement, avez-vous besoin? Oui? Ça a fini que j'ai dit à la belle-mère que je comprenais sa situation délicate, que dans les circonstances, on avait nous-mêmes une situation délicate qui n'était pas très favorable avec la venue d'une autre personne. J'ai dit, est-ce qu'on peut chercher une autre solution qui t'aiderait? Elle a fait, c'est correct, je vais m'arranger. Non, 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 là, je vois bien que tu boudes, là, ça ne marche pas, là. Fait que ça a pris plus de temps, mais bon, on s'en parlera après, si vous voulez. Mais, mais le résultat, c'est qu'elle n'est pas venue dans les 3 jours en question. Le courage. Et ça commence par des petites affaires de même. Avez-vous souvent besoin de donner un feedback ou de demander un changement de comportement à vos élèves? Donnez-moi un exemple qu'on pourrait utiliser là, vite comme ça là, dans 3-4 minutes. Pardon? Les retards. OK. On prend les retards. Ma suggestion est celle-là. Il faut commencer par identifier l'intention qu'on a avant de donner le feedback. Si c'est pour l'écœurer, taisez-vous. Si c'est pour lui faire perdre la face, taisez-vous. L'intention doit être noble. Et il y a aussi une question de grosseur de relation. Si votre relation avec la personne est grosse de même, et que le feedback à lui donner est gros de même, vous voyez que ça ne rentre pas. Fait que c'est
pour moi, juste l'illustration que vous devez bâtir des relations grosses de même avec chacun de vos élèves pour être capable de donner des feedbacks qui rentrent dans la boîte. Je ne sais pas si je suis clair. Et si ce n'est pas le cas, faites donner le feedback par quelqu'un d'autre qui a une grosse boîte. Et on peut dire à quelqu'un, je te le dis parce que je veux améliorer la relation, je te le dis parce que ça cause des problèmes de climat, je te le dis pour améliorer notre crédibilité, je te le dis, pourvu que ce soit vrai, là, puis que ce soit une intention noble, ça mérite d'être dit. Parce que la personne, quand vous allez lui dire, il faut que je te voie à 4 heures, est-ce qu'elle pense que vous allez le féliciter? Zéro chance. Hein? Et c'est pour ça l'idée pour moi de donner l'intention. Deux, c'est on va y aller, d'ajuster le feedback à la grandeur, on l'a dit. Trois, d'avoir identifié ses sentiments. Qu'est-ce que ça vous fait qu'ils sont en retard? Je vous donne 4 pistes. Vous êtes fâché, déçu, inquiète, content. Fâché, déçu, inquiet? C'est continu? Si on ne dit pas que ça nous fait, on est juste sur la situation, puis on n'est pas dans la relation. Je te le dis parce que je vois les retards s'accumuler. Ça m'inquiète pour tes résultats, ça m'inquiète pour ton appartenance dans le groupe, puis ça m'inquiète même que quand je te vois arriver, je me fais « Ah si, pas encore lui, ça c'est celui qui est… » Je ne sais pas si vous voyez, là, je commence à avoir plus envie de te voir. Pas drôle. C'est une question de relation, mais c'est rare, enfin je ne sais pas pour vous, mais d'habitude on ne le fait pas. Après ça, on peut s'appuyer sur des choix corporatifs. Dans l'organisation, on privilégie la ponctualité quand tu vas avoir une job, etc. 5, c'est d'être disposé à recevoir les explications. Je peux vous dire, il m'est arrivé telle affaire et vous ne connaissez pas ma situation. Et il y a donc pour moi 6 étapes. Je vous les donne, puis je vais vous demander en finissant combien vous utilisez chaque fois que vous faites une demande de changement de comportement. Alors, vous avez dit votre intention. 2, vous avez précisé les faits. Pas tu es toujours en retard. Ça, ce n'est pas un fait. Ça serait quoi un fait? Cette semaine, 3 fois, mardi, jeudi, vendredi, en retard de minimum 30 minutes chaque fois. Ça, c'est des faits précis, observables, mesurables. Incontestables. Tu ne fais jamais ton lit, ce n'est pas un fait précis, observable, mesurable. C'est une réalité, mais ce n'est pas un fait précis, observable. Je sais pas si vous voyez. Oui, je l'ai fait l'année passée, mais ouais. Les conséquences possibles de ça, les impacts de ça, ce que ça nous fait, 4. 5. La demande de changement précise avec un indice de mesure. Quelle serait la demande de changement de comportement sur le retard? Arrivant à l'heure quand? À tous les jours, je te demande d'être à l'heure, ce qui veut dire au moins 2 minutes avant le début du cours. Ça, c'est une demande précise. Je veux que tu t'améliores, ce n'est pas une demande précise. Je veux que tu arrêtes d'être en retard, ce n'est pas une demande précise. Me suivez-vous? Et le dernier, c'est lui dire quelque chose qui est positif, s'il y en a. S'il y a quelque chose de positif, il faut lui dire. Par ailleurs, je considère que tu es un excellent élève, je reconnais le talent que tu as, ceci dit. Et s'il n'y en a pas de positif, sautez l'étape 6. Combien dans les 6 étapes qui sont là faites-vous habituellement à l'état de réflexe? Donnez-moi un chiffre. 4, 3, comprenez pourquoi ça ne marche pas? Il y a un petit peu d'ouvrage à faire. C'est la même affaire à la maison. Pratiquez-vous à la maison. C'est utile, c'est pratique. Hein? Avec le conjoint, les enfants, c'est la même affaire. Avec les voisins, c'est la même affaire. Je vois des gens qui prennent des photos. Je pensais que c'était de moi, un peu narcissique que je suis. Et la présentation va être rendue disponible sur votre site web. Alors, vous pourrez aller la voir là. Merci pour votre attention, votre implication. C'était un grand plaisir. C'est probablement ma dernière. Je m'en vais au soleil. Voilà. Au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est bon pour l'estime de soi. Encore un coup, encore un petit coup. C'est bon. Merci. Bonne